Tout automobiliste sait qu'une huile est nécessaire à la lubrification du moteur de sa voiture. Il est souvent moins conscient que d'autres composants de sa voiture, comme les roulements des roues, ont tout autant besoin de lubrification. Cependant, il n'y a pas de pompe pour amener le lubrifiant en cours de service. Et il n'y a pas de joint mécanique autour des roulements qui pourrait permettre la rétention d'un lubrifiant liquide. En fait, il existe un système ponctuel de lubrification relativement étanche en soi-même. La graisse. Elle est son propre réservoir pour le lubrifiant qu'elle contient. Elle protège les roulements de la poussière, source d'usure, et de l'humidité, source de corrosion. La graisse incorpore dans sa composition une huile lubrifiante appropriée à l'utilisation prévue. Ce lubrifiant est choisi parmi les nombreuses huiles minérales et synthétiques disponibles. Le lubrifiant est mélangé à une beaucoup plus petite quantité, généralement 10 à 15%, d'un agent gélifiant, aussi appelé le savon. Il existe de nombreux types d'agents gélifiants ou savons. Puis sont ajoutés les additifs qui peuvent être requis pour apporter à la graisse des propriétés particulières. À partir de ces composants, Unil a développé plus de 100 différentes graisses correspondant à différentes applications. La fabrication des graisses relève de techniques hautement spécialisées. Les produits de base nécessaires à la formation du savon sont d'abord sélectionnés dans des quantités appropriées à la fabrication concernée. La saponification s'effectue après mélange intime d'une partie de l'huile, de l'acide gras et de la lessive alcaline dans un autoclave dans lequel on élève la température jusqu'à 150 à 210 degrés Celsius environ et la pression jusqu'à 4 bars. La réaction de saponification étant effectuée, le mélange passe dans les malaxeurs. La graisse se refroidit lentement, reçoit la quantité définitive d'huile et éventuellement d'additifs. La vitesse de refroidissement a une grande influence sur la stabilité physique et mécanique de la graisse. La graisse est donc finalement une sorte d'éponge constituée par un savon et imbibée d'huile. L'utilisation la plus courante des graisses est la lubrification des roulements. Il en existe de nombreux types. Les 4 principaux sont les roulements à aiguille, à rouleau conique, à bille et à rouleau. Ils peuvent être très petits, comme ceux incorporés dans les gyroscopes d'avion, ou très grands, comme certains de ceux de cette station de pompage en mer du Nord, vus ici pendant une opération d'entretien. Si un axe tourne ou bouge, quelque part il doit y avoir une lubrification adéquate. Dans la plupart des cas, une graisse remplit cette fonction. Ceci implique bien sûr que la graisse sélectionnée doit satisfaire aux exigences spécifiques des parties et à leurs conditions d'utilisation. La plupart des propriétés les plus importantes dépendent du type de savon utilisé. Un microscope électronique nous permet d'examiner la structure de différents savons. Le résultat montre que leurs structures sont parfois très différentes. C'est la texture fibreuse du savon qui retiendra le lubrifiant et en relâchera graduellement des quantités suffisantes à la lubrification. Le savon de lithium est le plus couramment utilisé pour la fabrication des graisses polyvalentes. Il permet d'obtenir des graisses utilisables à des températures allant jusqu'aux alentours de 150 degrés Celsius. Chaque formulation est scrupuleusement testée dans les laboratoires Unil. Une des caractéristiques de base est la consistance. La mesure standardisée consiste en une lecture précise de la pénétration d'un cône métallique dans un échantillon de graisse maintenu à 25 degrés Celsius. Les graisses sont classées en fonction de cette pénétration, suivant la norme américaine NLGI. La consistance la moins élevée correspond à la dénomination 000. On a alors une graisse mi-fluide, à peine plus visqueuse qu'une huile épaisse. Et la consistance la plus élevée, la dénomination 6, correspond à la graisse en bloc, qui est pratiquement solide. Les grades les plus couramment utilisés
sont les consistances 1, 2 et 3. Les consistances 1 et 2 correspondent aux charges modérées, avec éventuellement de longues canalisations de graissage centralisées et avec des huiles de base spécialement choisies. Elles peuvent satisfaire aux conditions de basse température. La consistance 2 satisfera plus particulièrement au roulement tournant à température normale et à relativement haute vitesse. La consistance 3 sera requise à plus haute température ou quand l'axe est monté verticalement. Pour les très grands roulements, au-delà de 75 mm d'alésage, et pour ceux qui sont scellés à vie. Une des autres caractéristiques importantes est la résistance à la chaleur, mesurée par le point de goutte. Il s'agit de la température à laquelle la graisse commence à se liquéfier lorsqu'on la chauffe suivant certaines normes. La graisse est placée dans un four spécial. La montée en température est contrôlée et un détecteur repère le moment précis où une goutte apparaît. Cette lecture ne définit pas pour autant la température à laquelle les graisses peuvent être utilisées. En première approximation, on peut considérer que la température maximale d'utilisation est théoriquement voisine de 7/10 de celle de son point de goutte. Les environnements de haute température prolongée sont un facteur important. En effet, en présence d'oxygène, les hautes températures résulteront en une oxydation et un durcissement de la graisse, donc aussi en une lubrification réduite. Une corrosion chimique du roulement peut en résulter. Ceci peut mener rapidement à la panne. Les graisses qui doivent résister à l'oxydation à haute température sont testées jusqu'à destruction. Un roulement d'essai dûment graissé est placé dans un élément chauffant. Le roulement est amené à température prédéterminée. Puis on le fait tourner en charge à 10 000 révolutions par minute, jusqu'à ce qu'il grippe. Les conséquences sur le roulement sont catastrophiques. Mais le test a montré que la graisse a rempli sa fonction en lubrifiant effectivement à 175 degrés Celsius pendant plus de 500 heures de service continu. Pour tenir à haute température, il y a la mise au point de nouveaux savons et additifs destinés spécifiquement à améliorer la stabilité thermique. Des savons complexes à base de lithium ont un point de goutte supérieur à 250 degrés Celsius et peuvent être utilisés à 160 degrés pendant des périodes de temps limitées. Une des caractéristiques importantes des graisses est leur résistance à l'eau, car il s'agit là d'un des éléments les plus agressifs à leur égard. Des tests sont pratiqués pour mesurer les entraînements relatifs de graisse par projection d'eau. L'eau sous forme de vapeur ou d'un degré hygrométrique élevé de l'air peut bien évidemment générer la corrosion des roulements. Ainsi, des graisses spéciales ont été mises au point comportant des propriétés anti-corrosion pour protéger les roulements travaillant dans des environnements humides. Comme on peut le voir, les effets de la corrosion sur un roulement ne peuvent que mener rapidement à sa détérioration. De même, très importante est la faculté de la graisse à résister au choc mécanique. La caractéristique correspondante est la stabilité mécanique. Au laboratoire, une graisse EP, extrême pression, supposée avoir une bonne stabilité mécanique, est testée pour contrôler son comportement sous choc répété. Le roulement est soumis à des coups de marteau-pilon à raison de 1 par seconde pendant 144 heures. Puis le réceptacle placé sous le roulement est examiné pour déterminer précisément la quantité de graisse qui s'y trouve, mesurant par là la défaillance mécanique de la structure de la graisse sous les chocs. Les nouvelles graisses au savon complexe sont beaucoup plus stables que les graisses conventionnelles au lithium. Un problème différent se pose si les roulements ne tournent pas et sont cependant soumis en charge à des vibrations constantes. Les roulements de roue d'une voiture, par exemple, pendant son transport sur une remorque routière ou sur un wagon de chemin de fer. Des roulements qui ne bougent nullement et qui éventuellement ne sont même pas en charge peuvent cependant être soumis à des vibrations, provenant par exemple de machines avoisinantes. Le simple fait qu'un roulement soit au repos implique que la graisse n'est pas non plus en mouvement.
et ne peut donc apporter sa protection normale, à moins que l'on utilise une graisse spécialement élaborée pour maintenir un film protecteur sur les différentes parties du roulement, même lorsqu'il ne bouge pas. Les effets des vibrations sur la bague extérieure de cette butée à billes à laquelle une graisse non appropriée avait été appliquée sont clairement visibles. On a affaire à une corrosion de contact, destructive, aussi appelée faux brinelage. Les dommages peuvent être sérieux. Il est parfois nécessaire de concevoir des graisses pouvant faire face à de nombreuses conditions extrêmes. Le graissage des roulements de roues d'avion est un exemple typique. Pendant le vol, les roues ne tournent pas et les roulements sont soumis à des vibrations, donc aux conditions nécessaires à ce que se développe une corrosion de contact. Quand l'appareil s'apprête à atterrir, la température ambiante passe assez rapidement d'un froid intense à haute altitude, moins 50 degrés Celsius à 40 000 pieds, à une température parfois très élevée au niveau du sol, plus 40 ou 50 degrés Celsius dans les zones équatoriales. Au moment précis de l'atterrissage, les roulements reçoivent un choc mécanique massif. Puis les roues passent presque instantanément de l'arrêt complet à une vitesse maximum. Tout au cours de ce cycle, la graisse doit remplir sans défaillance son rôle protecteur. Bien d'autres facteurs doivent être considérés dans l'élaboration de certaines graisses. Les graisses utilisées dans l'industrie alimentaire, par exemple, doivent être évidemment non toxiques. Et il y a de nombreuses autres considérations d'environnement, comme par exemple le bruit dans un atelier provenant des moteurs électriques d'un système de climatisation et ses effets adverses sur les équipes de travail. Les graisses peuvent être conçues pour contribuer à rendre les machines moins bruyantes, si on évite l'utilisation de particules solides ou cristallines dans leur composition. Un lecteur détecte le bruit d'un roulement sur un banc spécial. L'appareil est connecté à un enregistreur et à un oscilloscope. Une graisse bruyante produit une bande sonore large. Moins bruyante sera la graisse, plus étroite sera la bande sonore. Il importe évidemment d'arriver à ces résultats sans modifier les qualités intrinsèques de la graisse. Les graisses sont aussi testées pour déterminer combien d'huile s'en séparera dans les conditions de haute température et de travail difficile. Il est important et normal qu'un ressuage d'huile se produise, sinon la graisse ne serait pas assez lubrifiante à l'utilisation. Les roulements souffriront s'il n'y a pas assez de graisse, mais ils souffriront aussi s'il y en a trop. Une surchauffe surviendrait avec un manque de lubrification prématuré par rapport aux échéances normales de graissage. Pour s'assurer que la quantité correcte de graisse a été mise en place, l'opérateur contrôle que la graisse qu'il injecte a bien chassé toute celle qui avait fait son office, jusqu'à ce qu'un peu de graisse neuve soit chassée à son tour. Il faut alors faire tourner la machine pour que l'excès puisse être éliminé. Puis seulement alors, on referme le carter, si carter il y a. Une quantité adéquate est en place. Les systèmes automatiques de graissage assurent par des jeux de cam ou des disques de régulation que les quantités voulues sont mises en place à l'endroit et au moment voulu. Quel que soit le roulement ou le système de graissage, il est essentiel que les recommandations du constructeur soient suivies scrupuleusement pour ce qui est du type de graisse, des quantités et des périodicités de renouvellement. Ne pas s'en tenir à cela peut générer de sérieux problèmes, entre autres par exemple pour les moyeux de route d'automobile. Si un doute survient, les ingénieurs UNIL sont toujours disponibles pour assister l'utilisateur dans son choix de la graisse qui conviendra le mieux à sa machine et à ses conditions éventuelles de travail. Une graisse appropriée et renouvelée systématiquement prolongera la vie d'équipements coûteux, tout en limitant la fréquence des pannes et en réduisant les coûts d'entretien. La graisse est un système de lubrification. Elle est essentielle au bon fonctionnement des machines et à l'efficacité de leur production.
Ceci est un compresseur d'air à vis à haute capacité. Après ultime vérification, il va bientôt rejoindre l'immense parc des machines de ce type, déjà en service dans le monde. Son rôle sera de contribuer à fournir une énergie instantanée, sûre et polyvalente, l'air comprimé. Énergie pour actionner une grande variété d'outils. Pour actionner des machines. Pour refroidir. Pour actionner instrumentation et contrôle. Des compresseurs d'air de nombreux types et capacités apportent leur contribution essentielle dans de nombreux domaines. Dans les travaux publics, dans les usines de fabrication et de transformation, à bord des navires et des trains, dans la recherche et la production de pétrole, dans les hôpitaux, pour le démarrage des moteurs d'avion, dans l'imprimerie et l'emballage. En fait, partout, l'efficacité maximum est importante. La liste des nouvelles applications ne cesse de se développer. Parce que leur rôle est capital et que les forces en jeu sont considérables, les compresseurs sont conçus et construits selon des normes qualitatives très rigoureuses. Des équipements sophistiqués de fabrication et de vérification permettent aux constructeurs de se conformer à des spécifications strictes et à des tolérances rigoureuses, dans l'intérêt de la fiabilité et de la sécurité. Tout aussi importante que la fiabilité et la sécurité est la qualité du lubrifiant et sa capacité à satisfaire aux exigences de la machine. Le rôle du lubrifiant dans ce cas, comme dans bien d'autres d'ailleurs, est très spécialisé et l'huile appropriée doit être considérée comme une des pièces essentielles de la machine. Une partie de l'énergie générée par la compression de l'air se dissipe, se dégrade en chaleur. Dans des conditions normales de pression, les molécules d'un gaz se meuvent naturellement à la vitesse qui leur est propre, sans génération de chaleur. Mais si le gaz est comprimé, comme dans ce cas par un piston, on ajoute la notion de travail, d'énergie, et il y a génération de chaleur. Cette montée en température crée un environnement difficile pour le lubrifiant. La présence naturelle d'eau dans l'air, qui se condensera dans certaines conditions, rend l'environnement plus adverse encore. Des huiles non appropriées n'auraient pas les propriétés de désémulsion requises. Un dépôt épais de bouse aqueuse en résulterait, favorisant la formation de corrosion. Ces dépôts deviennent acides et finissent par former des lacs et des dépôts de type carboné. Ainsi, l'utilisation de lubrifiants non approuvés par le constructeur, peut-être par manque de connaissances techniques ou par désir de faire des économies sur le poste lubrifiant, peut-elle être lourde de conséquences, à la fois pour le compresseur et pour les applications qui en dépendent, comme nous le verrons tout à l'heure. Seules des huiles spécialement élaborées peuvent lubrifier, étanchéiser et refroidir dans des conditions opératoires aussi défavorables. Afin de mieux cerner le rôle du lubrifiant, considérons maintenant les différents types de compresseurs d'air. Les compresseurs alternatifs, rotatifs à vis, rotatifs à palette et les turbomachines centrifuges et axiales. Tout d'abord, les compresseurs alternatifs. Ils existent depuis longtemps et ont longtemps représenté la solution retenue. Résistants et performants, des millions d'unités sont encore en service et la production continue, bien qu'à un rythme moindre. Ils couvrent la gamme de pression la plus étendue, depuis des machines comme celle-ci, pouvant délivrer jusqu'à 1000 bars, jusqu'à des unités portatives miniatures. Tous les compresseurs alternatifs fonctionnent sur le même principe.
Un moteur fait tourner un vilebrequin qui motive une ou des bielles, elles-mêmes poussant des pistons dans leur cylindre, pour effectuer la compression voulue. Le fonctionnement des clapets est régi par les différences de pression. Dans les compresseurs à haut rendement, on utilise souvent le principe du double effet, la compression se produisant alternativement de chaque côté d'un même piston. Pour obtenir des pressions plus élevées, on a recours à des cylindres additionnels en série, les uns prenant la relève des autres pour obtenir une compression par étage. De nombreuses configurations ont été essayées pour ces compresseurs multicylindres dans la recherche d'un fonctionnement progressif et performant. Un des éléments importants du circuit, quel que soit le type de compresseur, est le réservoir séparateur d'air comprimé. Lorsqu'il est plein, il fournit directement les machines utilisatrices. Mais lorsque la pression emmagasinée diminue et atteint un seuil bas prédéterminé, des clapets de contrôle remettent automatiquement le compresseur en marche pour refaire le plein du réservoir. Ainsi, on peut limiter la fréquence des démarrages et des arrêts. Les exigences de lubrification du compresseur alternatif sont très sévères et très différentes de celles des autres compresseurs. L'huile, qui doit à la fois lubrifier et protéger, est amenée par une pompe au cylindre et au coussinet du vilebrequin. Ces machines tournent à température bien plus élevée que les autres, dépassant parfois 300 degrés Celsius au refoulement, avec des pressions elles aussi plus importantes. Les points critiques sont les suivants. Une légère déperdition d'huile a lieu pendant le cycle et des appoints doivent être faits régulièrement. Un manque d'huile conduirait au contact métal-métal, à la surchauffe et à l'usure éventuellement catastrophique. Mais les problèmes de loin les plus difficiles à résoudre sont ceux résultant de l'oxydation de l'huile dans les parties les plus chaudes de la machine, c'est-à-dire au niveau des clapets de refoulement et des tuyauteries adjacentes. Comme ces lames d'essai le démontrent, sans ces inhibiteurs spéciaux et ces huiles de base précautionneusement choisies, le lubrifiant soumis aux hautes températures s'oxyderait rapidement. Puis les conditions de haute pression feraient se développer l'axe des dépôts carbonés. Des impuretés à l'admission d'air s'agglutinant dans le film d'huile, dans les parties chaudes, le rendraient plus visqueux, il deviendrait plus chaud encore. Si on ajoutait alors à ces dépôts une fine granulométrie de rouille, on obtiendrait une accélération de l'oxydation par catalyse. L'accumulation de dépôts sur les têtes de piston conduirait à un encrassement des clapets de refoulement, les amenant à fuir, à se déformer et à provoquer une surchauffe additionnelle. Au lieu de se maintenir, la pression chuterait rapidement. Des problèmes sérieux pourraient aussi être rencontrés dans la partie la plus chaude des tuyauteries de refoulement. Si le type de dépôt que l'on vient de décrire, incorporant des particules de rouille, s'accumule par utilisation d'une huile non adaptée, un point chaud pourra se développer. Initialement, sa chaleur se dissipera dans le flot d'air et dans la tuyauterie elle-même. Mais avec l'épaississement graduel du dépôt, la chaleur deviendra prisonnière, le point chaud deviendra plus chaud encore et une situation dangereuse se développera. Sous l'effet des variations de charge, le ratio critique d'explosion potentielle du mélange huile-rouille-air au niveau du point chaud peut être atteint à tout moment. Cette vue d'un atelier endommagé montre l'étendue que peuvent prendre de telles explosions, se répercutant par réaction en chaîne dans le circuit de refoulement. Pour éviter que de telles situations ne se développent, on s'assurera que l'admission d'air est correctement filtrée et que l'apport d'huile au cylindre n'est pas excessif. Par-dessus tout, on s'assurera qu'une huile spécialement conçue pour les compresseurs alternatifs est bien utilisée. Il importe de se souvenir qu'un compresseur alternatif est un matériel spécialisé qui requiert un lubrifiant spécialisé lui aussi. Les lubrifiants modernes les plus efficaces sont élaborés à partir d'huiles de base hautement raffinées contenant des inhibiteurs d'oxydation efficaces à haute température. Ils ont aussi des propriétés anti-mousse et de bonne séparation d'avec l'air et l'eau.
Les états comparés de ces clapets de refoulement montrent clairement l'importance de l'utilisation d'un lubrifiant de haute qualité. La tendance actuelle favorise toutefois les compresseurs rotatifs à vis. Bien qu'ils ne soient pas capables de générer des pressions aussi importantes que celles obtenues par les compresseurs alternatifs, ils marquent des points par leur simplicité, leur silence, leur faible encombrement, leur facilité d'utilisation et leur coût de fonctionnement plus bas. Deux vis hélicoïdales parallèles imbriquées, tournant en sens inverse l'une de l'autre dans un carter ajusté, poussent des segments d'air et les compriment. Dans la plupart des cas, la vis femelle est directement entraînée par la vis mâle. Il s'agit alors de vis lubrifiées. On injecte l'huile dans la chambre de compression pour éviter le contact métal-métal des vis, pour étanchéiser et pour refroidir. De telles exigences ne peuvent être satisfaites que par des lubrifiants spécialement conçus à cet effet. Les compresseurs rotatifs à palette présentent des problèmes de lubrification similaires. Comme les compresseurs alternatifs et à vis, ils font partie de la famille des compresseurs volumétriques. Ils enferment un volume donné d'air et le compriment. Des palettes coulissant dans les rainures d'un rotor, excentré par rapport au stator, emprisonnent de l'air et le compriment conformément à la géométrie du système. Là encore, l'huile étanchéise, refroidit et réduit les contacts métal-métal. Dans le type de compresseur à vis considéré précédemment et dans les compresseurs à palette, de l'huile est nécessairement mélangée à l'air. Or, surtout pour des questions d'économie et d'environnement, on doit s'arranger pour que le lubrifiant ne quitte pas le circuit. Un filtre séparateur est donc incorporé. Son rôle est d'extraire l'huile en suspension dans l'air comprimé et de la restituer au circuit de lubrification. L'environnement opérationnel du lubrifiant dans un compresseur volumétrique est très astreignant. Le principal danger est l'oxydation excessive de l'huile en service prolongé. L'utilisation d'huile non appropriée peut conduire à un colmatage des filtres et à de sérieux problèmes en chaîne. De même, une huile de viscosité non adaptée risquerait de ne pas apporter la protection voulue lors des démarrages à froid. Rotor et palier pourraient en être endommagés. Pour optimiser le rendement des compresseurs, on utilise pour l'élaboration des huiles spécialisées des huiles de base hautement raffinées, particulièrement adaptées à l'adjonction efficace d'améliorants de performance antioxydants et anticorrosion. Les compresseurs rotatifs à vis et à palette sont robustes de par leur conception. Ils devraient normalement être longtemps fiables avec une maintenance minimum. Pour bénéficier de cette fiabilité, il est toutefois indispensable que les recommandations de lubrification des constructeurs et du groupe Unil soient respectées. Les pressions couramment générées par ce type de compresseur sont de l'ordre de 7 à 10 bars. Ce n'est pas parce qu'un compresseur est relativement petit que l'on peut se permettre d'utiliser n'importe quelle huile. Si elle ne répond pas aux exigences de la machine, des problèmes s'en suivront. Il est erroné de croire que les petits compresseurs pardonnent plus les mauvais traitements que les grands. Ils travaillent souvent en fait dans des conditions bien plus difficiles, avec de nombreux démarrages et des arrêts, et une atmosphère souvent très poussiéreuse. Très différents dans leurs dimensions et leurs applications sont les compresseurs dynamiques, turbomachines centrifuges et axiales, dans lesquelles l'huile n'entre pas en contact avec l'air. L'impulseur à eau d'un compresseur centrifuge aspire l'air et accélère son mouvement pour atteindre de très hautes vitesses de sortie radiale. Et l'énergie cinétique mène à une augmentation de pression, alors que la vitesse de l'air diminue par augmentation de diamètre des canalisations d'utilisation. On atteint jusqu'à 600 bars de pression. Le compresseur axial parvient à un résultat comparable d'accélération de l'air en le forçant à passer dans un cône se rétrécissant. Ces deux types de turbomachines sont utilisés là où des volumes importants d'air comprimé sont requis. Les pressions, beaucoup plus basses ici, sont de l'ordre de 15 bars. Les turbomachines n'utilisent pas de clapet. L'application la plus courante des compresseurs dynamiques se trouve dans la section avant des moteurs à turbine à gaz d'avion. Mais c'est un sujet très spécialisé que nous ne traiterons pas ici.
Nous ne traiterons pas non plus ici des compresseurs hautement spécialisés, aux exigences particulièrement sévères, nécessaires à la compression des gaz toxiques, à la production d'air comprimé, totalement exempt d'huile, ou par exemple aux pressions exceptionnellement élevées. Dans tous les cas, les recommandations du constructeur et du groupe Unil doivent être scrupuleusement suivies. Quelle que soit la taille ou la sophistication du compresseur considéré, cette rigueur doit toujours être pratiquée si l'on veut sauvegarder le rendement, l'efficacité du matériel et éviter les pannes et les dangers potentiels. On se souviendra aussi que, si important que soit le lubrifiant, il est cependant qu'une des pièces essentielles de la machine. En cas de problème, c'est l'ensemble de celle-ci, de son installation et de son environnement qui devront être étudiés dans la recherche des causes de la défaillance. Les exigences de la plupart des compresseurs d'air sont particulièrement sévères pour le lubrifiant. L'expérience d'Unil lui permet de commercialiser une gamme de produits de haute qualité qui répond efficacement à cette attente. Mais la recherche ne s'arrête pas là pour autant. Et dans les laboratoires du groupe Unil, on s'efforce de mettre au point des lubrifiants qui procureront une plus grande protection encore, un fonctionnement plus sûr et une vie opérationnelle plus longue à la machine. Un compresseur n'est pas un équipement banal. C'est une machine hautement spécialisée avec un rôle souvent très important à jouer. Le fait qu'il soit souvent dans l'arrière-plan de l'atelier ou nettement enclos dans une carrosserie insonorisante ne doit pas faire oublier les exigences particulières de sa lubrification. Dans la plupart des installations, si le compresseur tombe en panne, il n'est pas le seul à s'arrêter. Les systèmes hydrauliques sont largement employés pour transmettre et contrôler l'énergie. Les pompes utilisées sont relativement petites comparativement à la force considérable qu'elles peuvent transmettre, qui n'est limitée que par la résistance des matériaux. Par ailleurs, les équipements de contrôle permettent de très vastes plages d'utilisation. Le théorème de physique sur lequel tous les systèmes hydrauliques sont basés a été découvert en France par Blaise Pascal il y a plus de 350 ans. Les liquides transmettent intégralement et en tous leurs points les variations de pression qu'ils subissent. Par exemple, un liquide déplacé par une pression de 10 kg et un piston d'une surface de 10 cm² exercera une pression 10 fois plus forte contre un piston d'une surface de 100 cm² et le soulèvera. L'eau servait de fluide hydraulique dans le théorème de Pascal. Et c'est encore l'eau qui, de nos jours, est utilisée dans les très gros ouvrages, comme les portes d'écluses et les ponts basculants, lorsque le fluide peut être déchargé dans son environnement naturel après utilisation. L'eau sert toujours de support principal dans l'élaboration des fluides difficilement inflammables,
lorsqu'il y aurait risque de feu avec utilisation directe de produits pétroliers, dans les charbonnages par exemple. Mais l'eau présente de nombreux désavantages. Elle a une faible gamme de température d'utilisation, elle n'a qu'une seule viscosité et ne procure pas de protection contre la corrosion. C'est pourquoi quelques 85% des fluides hydrauliques utilisés de nos jours sont basés sur des huiles minérales auxquelles on a ajouté des additifs spécifiquement élaborés pour répondre à des exigences particulières. C'est à ces produits spécialisés que l'on se référera ici. Les systèmes hydrauliques sont essentiellement constitués d'un réservoir de fluide et d'une pompe généralement mue par un moteur électrique. La pompe envoie le fluide dans des canalisations résistantes à la pression, via une soupape étrangleur de régulation de pression et une autre de régulation directionnelle, vers des ensembles cylindres, pistons, mécanismes de commande ou moteurs. Le fluide retourne alors sous basse pression au réservoir. Des mouvements linéaires peuvent être générés, comme dans cette machine, ou dans les commandes de matériel robotisé dans cette usine de fabrication de carrosseries de voitures. La pression hydraulique peut aussi être utilisée pour générer des mouvements rotatifs, comme ceux nécessaires au fonctionnement des machines-outils, ou par exemple des moissonneuses. Au cœur de tout système hydraulique se trouve la pompe. Elle peut être à palette, à piston ou à engrenage, suivant la nature du service qu'on lui demandera. À chaque type de pompe correspond une pression maximum, aux alentours de 200 bars pour les pompes à palette, 700 bars pour les pompes à piston et 250 bars pour les pompes à engrenage. Chaque pompe et système travaillant dans des conditions différentes de température et de pression, il est essentiel qu'une vaste gamme de viscosité de fluide soit disponible. Le choix correspondant s'avérera crucial. La gamme des viscosités ISO disponibles s'étend de 5 pour les produits les plus fluides à 100 pour les plus épais. Ces viscosités sont mesurées en centistock à 40 degrés Celsius. Le choix reflète généralement le type de pompe et les grades les plus couramment utilisés sont 32 et 46. Si la viscosité est trop basse, un fonctionnement inefficace résultera des fuites internes de la pompe. Une usure anormale de celle-ci s'ensuivrait aussi. Dans ce cas, le fluide s'échappe de la zone de haute pression à la zone de basse pression de la pompe, quelle que soit sa configuration. Si la viscosité est trop élevée, comme dans cette pompe à palette, il y aura augmentation de température opérationnelle, de même qu'un apport restreint de fluide à la pompe. Ceci causera des cavités de vapeur dans le fluide et un circuit bruyant. C'est ce qu'on appelle la cavitation. Cette pompe en montre les signes, avec ses palettes sautant dans leur guide. On admet qu'une conception défectueuse du système est la cause la plus fréquente de la cavitation, mais celle-ci peut aussi résulter de l'utilisation d'un fluide trop visqueux. Ici, cette palette montre les conséquences de la cavitation et une usure à son extrémité sur la tranche due à une lubrification défectueuse. Les guides des palettes dans leur rotor sont usés et les flancs de la pompe montrent aussi une usure au niveau du contact des palettes. La viscosité est évidemment affectée par les changements de température. Toutes les huiles s'épaississent à basse température et deviennent plus fluides à haute température. Les conditions de l'environnement sont donc importantes. Importante aussi est la différence entre les températures de l'huile dans la machine au démarrage et en fonctionnement. On choisira donc des huiles dont la viscosité fluctuera aussi peu que possible avec la température. Un indice de viscosité de 100 sera typique pour les utilisations classiques. Lorsque les différences de température opérationnelle sont grandes, on utilisera couramment des fluides dont l'indice de viscosité se trouve dans la fourchette 150 à 190. Bien que la viscosité et l'indice de viscosité soient les caractéristiques les plus importantes des huiles hydrauliques,
D'autres propriétés n'en sont pas moins essentielles à la bonne marche d'un circuit bien conçu. Tout d'abord, la désémulsibilité avec l'air. La faculté de l'huile à se séparer de l'air qui s'y serait introduit. La transmission d'une pression constante dans un circuit hydraulique est possible grâce à l'incompressibilité relative de l'huile, à peu près 2,5% à 500 bars. Cette presque incompressibilité peut être altérée par une présence d'air, conséquence de défaillances mécaniques, telles que défaut d'étanchéité à l'aspiration de la pompe. Ceci provoque des réactions irrégulières et saccadées, ainsi qu'une surchauffe due à la compression de l'air. Il faudra que le fluide hydraulique ait une bonne désémulsibilité d'avec l'air. Elle se matérialisera surtout dans le réservoir. Le fluide devra aussi résister au moussage, qui résulterait de la présence de bulles d'air, elles-mêmes souvent dues à une contamination de la charge. Le moussage peut aussi être causé par des défauts de conception du circuit. L'extrémité de la canalisation de retour doit toujours être immergée dans le fluide et le réservoir lui-même doit comporter des déflecteurs empêchant les éventuelles bulles d'air d'être réaspirées par la pompe. Le volume d'huile doit être suffisamment grand pour permettre une bonne désaération avant retour dans le circuit. Le réservoir devrait aussi avoir un fond incliné permettant aux sédiments et à l'eau de bien se séparer de l'huile. Une bonne désémulsibilité d'avec l'eau est une autre propriété essentielle du fluide. De petites quantités d'eau peuvent pénétrer dans le circuit par condensation dans la partie haute du réservoir. On peut craindre alors des dommages aux soupapes, aux pompes et aux portées causés directement par l'eau présente dans le système ou par son émulsion avec l'huile. La température de fonctionnement du fluide dans bien des systèmes hydrauliques est inférieure à 60 degrés Celsius et cette température n'est pas suffisante pour permettre l'évaporation d'eau éventuellement présente. Ainsi, les huiles hydrauliques doivent-elles satisfaire aux exigences de tests spécifiques de désémulsibilité. À droite, un exemple de mauvaise désémulsibilité. Une huile bien raffinée et propre, comme celle de gauche, se désémulsifiera rapidement et l'eau se séparera nettement au fond. Certains additifs peuvent réagir avec l'eau et d'autres contaminants de l'huile et former des dépôts qui, à leur tour, bloqueront les filtres fins. La trame d'acier de ce filtre est observée au microscope électronique avant et après contamination. Une huile hydraulique bien élaborée devra donc être plus tolérante à l'égard d'une contamination par l'eau, afin de réduire ce type de risque de blocage de filtre. La corrosion des circuits hydrauliques peut causer le mauvais fonctionnement des soupapes et le blocage des filtres. Pour éviter ceci, des améliorants spéciaux de performance sont incorporés à l'huile lors de sa fabrication. Ceux-ci doivent remplir leur rôle à l'égard de la gamme étendue des métaux que l'on trouve dans les pompes modernes. Acier, argent, laiton, bronze, fer, aluminium. Ces deux éprouvettes d'acier sont de composition identique. La corrosion est clairement visible sur celle qui n'était protégée que par une huile non inhibée, alors qu'aucune corrosion ne s'est développée lorsqu'on a eu affaire à une huile comportant un améliorant de performance anti-corrosion. Ces produits doivent être sélectionnés parmi ceux qui ne sont pas sujets à l'hydrolyse. S'il l'était, le fluide deviendrait acide et attaquerait les métaux jaunes du circuit, comme ici. La durée de vie d'un fluide hydraulique dépend surtout de sa stabilité, de sa résistance à l'oxydation. Plus les températures et pressions opérationnelles sont élevées, plus les risques d'oxydation sont importants. Ce sont là des conditions fréquentes, compte tenu de la conception de beaucoup de circuits modernes utilisant de petites pompes, travaillant à haute pression. Les hautes températures peuvent aussi affecter d'une manière adverse la stabilité thermique de l'huile. Une stabilité thermique inadéquate a épaissi et noirci cette huile, la transformant en une boue qui bloquerait les orifices, les soupapes et les filtres. Cela conduirait aussi à une attaque corrosive des métaux dans le circuit. L'huile oxydée endommagera les pompes, les engrenages et les pistons, y déposant des gommes et des lacs, et les attaquant par ses composants acides.
Des situations catastrophiques comme celle-ci sont dues soit à une conception défectueuse, soit à un mauvais entretien. Dans les deux cas, même la meilleure huile ne pourrait faire l'affaire. Dans un système bien conçu et bien entretenu, si les conditions de travail sont moyennement sévères avec température de l'huile dans le carter ne dépassant pas 60 degrés Celsius, une charge peut durer en moyenne 2 ans. Des tests standardisés montrent la résistance d'une bonne huile hydraulique à l'oxydation. L'huile reste inchangée pendant une longue période. Puis on assiste à une oxydation rapide montrant que l'huile est arrivée à la fin de son potentiel utile de service et doit être changée. En aucun cas on ne pourra admettre un indice d'acide de plus de 2 mg de potasse par gramme. Comme nous l'avons vu, les machines hydrauliques modernes sont souvent conçues pour fonctionner avec des pompes plus petites et plus chargées que par le passé. De même, les équipements de grande dimension sont de plus en plus complexes et chargés. Cette situation d'ensemble mène nécessairement à un potentiel d'usure accru. Aussi incorpore-t-on dans les fluides hydrauliques des améliorants de performance anti-usure. L'usure dans une pompe à palette est évaluée en la faisant tourner au double de sa pression normale pendant 250 heures. On la démonte alors et on l'examine. L'usure est calculée en mesurant la perte de poids des palettes et du fourreau. Avec une bonne huile hydraulique, la perte totale de poids sera toujours inférieure à 20 mg. Des tests comparables sont faits avec les pompes à engrenage et à piston. L'usure a ici résulté en un micro-grillage important, ayant provoqué des griffures longitudinales destructrices sur les dents de l'engrenage de gauche. Pour les pompes à piston, c'est le jeu longitudinal anormal qui donne la mesure de l'usure. Une large gamme de fluides incorporant certaines ou toutes les caractéristiques de protection est utilisée dans les circuits hydrauliques. Une classification particulière ISO, International Organization for Standardization, lui correspond. Dans les systèmes modernes, les produits correspondant à la classification HM sont les plus couramment utilisés. Les produits de classification HV, dont l'indice de viscosité est particulièrement élevé, ont aussi de très nombreuses applications. Au fil des ans, les chercheurs du groupe UNIL ne cessent de développer et d'améliorer les performances d'huile hydraulique sophistiquées, répondant aux exigences toujours plus sévères des systèmes hydrauliques modernes. Les applications industrielles multiples à certaines industries des loisirs et à l'exploration de l'espace dépendent du comportement sans faille d'une huile hydraulique. Il est bien peu d'aspects de l'industrie où l'on constate de nos jours le rôle crucial joué par l'engrenage. Tout au long de l'histoire de l'industrie, les engrenages ont été utilisés pour transmettre les mouvements de rotation. D'un axe à un autre, d'une direction à une autre, d'une vitesse à une autre, augmentant ou réduisant le couple. L'avantage des roues dentées sur les autres formes de transmission est qu'elles peuvent transmettre de plus grandes forces à plus haute vitesse et puissance. La lubrification des engrenages a toujours été importante. Même au temps des dentures en bois, on utilisait des graisses animales et des cires pour les aider à fonctionner sans heurts.
Avec le développement des engrenages métalliques, les huiles minérales raffinées sont devenues rapidement le lubrifiant le plus utilisé. De nos jours, l'évolution de la technologie des matériaux, des modes de fabrication mécanisés et des conceptions mécaniques va de pair avec la transmission de plus d'énergie par des engrenages plus solides, plus petits, plus précis. Le lubrifiant dans cet environnement est soumis à des conditions de travail plus contraignantes. Le choix du lubrifiant approprié n'en est que plus important. Des engrenages ou des combinaisons d'engrenages sont fréquemment utilisés lorsqu'une modification de vitesse est requise. Généralement, la transmission s'effectue entre un moteur ou une turbine et une machine. Le jeu d'engrenages permet au moteur et à la machine de tourner à leur vitesse respective de meilleurs rendements. Par exemple, cette éolienne utilise un multiplicateur de vitesse à engrenage qui transforme les 88 tours minute développés par le rotor en 1500 tours minute pour les besoins du générateur. Le rapport entre la vitesse initiale et la vitesse de sortie est facile à déterminer. Par exemple, si l'on fait tourner un petit engrenage et qu'il entraîne un engrenage plus grand comportant 2 fois plus de dents, lorsque le petit engrenage aura fait un tour complet, le plus grand n'en aura fait qu'un demi. La vitesse du grand engrenage est donc la moitié de celle du petit. Le rapport entre les vitesses relatives de deux engrenages s'appelle le rapport d'engrenage, réduction ou multiplication. C'est un sujet complexe que celui des engrenages et de leur lubrification. Nous considérerons ici les types d'engrenages, les trains d'engrenage. Pourquoi les lubrifier? Les méthodes de lubrification. Et finalement, le choix du lubrifiant. Tout d'abord, considérons les types d'engrenages. Il y a de nombreux types d'engrenages. Le plus simple est l'engrenage droit. Ses dentures sont parallèles aux axes. Il est utilisé pour connecter des arbres parallèles. De nos jours, les dents des engrenages droits sont taillées avec un profil en développante de cercle. Et cette même conception prévaut pour la majorité des autres engrenages. Bien que la notion de développante de cercle permette théoriquement d'obtenir une transmission en douceur des mouvements, le principe de l'engrenage droit tend à causer des vibrations et du bruit. Et toute usure résultant entre autres de charges saccadées ne pourra complifier les choses. Pour cette raison, l'utilisation des engrenages droits est limitée aux vitesses relativement basses. Les engrenages hélicoïdaux sont utilisés, comme les engrenages droits, pour transmettre les mouvements entre arbres parallèles. Pour éviter les problèmes de vibration inhérents aux engrenages droits, les dents sont ici taillées suivant une hélice à partir d'une matrice cylindrique. Ceci impliquera le contact simultané d'un plus grand nombre de dents que ce n'était le cas avec l'engrenage droit, et l'on obtiendra une meilleure continuité de mouvement. Il en résulte un fonctionnement silencieux, sans vibration, et l'usure inévitable sera bien répartie sur l'ensemble des dents. Ces engrenages peuvent tourner à vitesse et charge considérablement plus élevées que ne peuvent supporter les engrenages droits. L'effort transmis donne lieu à une composante axiale résultant de l'angle des dents par rapport à l'arbre. Ceci aurait tendance à séparer les engrenages en contact pendant l'effort. La conception des paliers doit donc être telle qu'elle permette d'absorber ces poussées axiales par utilisation de soulèvements coniques ou de paliers de butée. Avec les engrenages à chevrons, les dentures résultent d'une double taille hélicoïdale en V. La poussée axiale de chaque branche du chevron est égale et opposée. Les poussées axiales sont donc équilibrées.
Ces engrenages sont parfois taillés avec une gorge centrale à la place de ce qui serait l'angle des chevrons pour éviter l'accumulation de pression d'huile dans cette zone. Les engrenages coniques sont utilisés pour connecter des axes concourants, généralement à angle droit. Les dents sont taillées à partir d'un cône au lieu d'un cylindre. Si elles sont à taille droite, les engrenages correspondants, engrenages coniques droits, présentent les mêmes désavantages que les engrenages droits. Limitation d'utilisation à vitesse relativement lente. Si elles sont à taille inclinée ou en spirale, les engrenages sont dits coniques hélicoïdaux ou spiroconiques. Le but de ce profil est d'arriver à ce que plus de 2 paires de dents soient en contact à tout moment. Pour cette raison, les engrenages coniques hélicoïdaux ou spiroconiques peuvent tourner jusqu'à 2 fois plus vite que les engrenages coniques droits. Les engrenages hélicoïdaux à arbres non concourants sont utilisés pour transmettre les mouvements à des arbres non parallèles. Ils ne sont pas courants et d'usage limité aux très basses vitesses et charges. Les engrenages à roues et vis en sont un peu une variante, lorsque l'angle formé par les 2 arbres est de 90 degrés. Le petit engrenage, aussi appelé vis, a un ou plusieurs filets de démarrage. L'autre élément, la roue, est similaire à un engrenage hélicoïdal simple, dont les dents sont incurvées, roue creuse, pour épouser la forme de la vis. Ce type d'engrenage est très utilisé car il permet d'avoir accès à une vaste gamme des plus grands rapports de vitesse. Cependant, les coefficients de friction sont très importants et donnent lieu à des problèmes particuliers de lubrification. Les engrenages hypoïdes sont comparables aux engrenages coniques avec arbres perpendiculaires mais travaillant dans 2 plans différents. Les conditions de lubrification de ces engrenages sont particulièrement sévères et en conséquence on les rencontre peu dans l'industrie. Ils sont cependant utilisés à très grande échelle dans les ponts arrière de très nombreux types de véhicules. Considérons maintenant les combinaisons d'engrenages ou trains d'engrenages les plus courants. Bien que le simple jeu de 2 engrenages puisse être utilisé, les limites pratiques imposées par la taille et la résistance des dentures impliquent bien souvent la nécessité de combiner plus d'un jeu d'engrenages dans une boîte de vitesse ou un réducteur pour arriver au rapport de multiplication ou de démultiplication souhaité. Les moteurs équipés de réducteurs à engrenages hélicoïdaux sont largement utilisés dans l'industrie. De même que les réducteurs utilisant des ensembles d'engrenages hélicoïdaux, des coniques hélicoïdaux ou spiroconiques. Dans ce réducteur, un jeu d'engrenage conique est utilisé pour changer la direction de rotation et arriver à une vitesse initiale de réduction avant utilisation d'un jeu d'engrenage hélicoïdaux qui permettra d'obtenir la réduction requise en sortie. Puisqu'ils permettent d'arriver à de grands rapports de réduction, les engrenages roues et vis sont souvent utilisés seuls. Cependant, on peut les trouver aussi combinés à des engrenages hélicoïdaux ou à d'autres roues et vis, comme dans cet ensemble. La double réduction par doubles ensembles hélicoïdaux est aussi une combinaison fréquemment utilisée. C'est ce qu'on appelle un train d'engrenage en tandem. Dans certaines applications, comme dans la marine où l'espace est compté, des conceptions particulièrement compactes sont parfois mises en œuvre. Il en résulte des combinaisons étroitement imbriquées, un jeu de réduction en chevauchant physiquement un autre. On y parvient en dédoublant un des engrenages, à chevron dans ce cas. Le dédoublement de l'engrenage primaire ou secondaire peut être réalisé. Une autre configuration de réducteur pour espace encore plus réduit est le train d'engrenage épicycloïdaux. La surface intérieure d'une couronne freinée est munie de dents. Des engrenages solidaires appelés planétaires s'y engrènent, ainsi que sur un pignon central conducteur.
Généralement, 3 ou 4 planétaires sont utilisés pour obtenir un bon équilibrage. Les trains d'engrenage épicycloïdaux sont relativement légers, très compacts, et résultant en un entraînement concentrique, ont l'avantage d'être peu bruyants et de générer peu de vibrations. Ils peuvent être conçus pour des rapports de réduction allant jusqu'à 12 à 1. Toutefois, certains trains composés peuvent aller jusqu'à 400 à 1. Ces trains d'engrenage sont difficiles à réaliser, et le risque est plus sérieux que pour les autres solutions de voir l'ensemble bloqué par la défaillance d'un des composants. Passons maintenant à la question « Pourquoi lubrifier ?» Cette séquence montrant les déformations élastiques produites au contact de travail de dedans permet de voir que la contrainte mécanique est très concentrée dans une zone très réduite à un instant donné. Les forces en jeu dans cette zone sont très importantes. Si nous considérons un engrenage neuf au microscope électronique, ce qui semblait de prime abord être une surface lisse est en fait constitué d'un ensemble agressif d'arêtes vives et de creux. Voyons maintenant 2 de ces surfaces en mouvement l'une contre l'autre. Leurs milliers d'aspérités microscopiques portent les unes sur les autres à une très forte pression. Dans un premier temps, elles se déforment simplement et parfois se cassent. Mais avec la montée en température due au frottement, elles se soudent et s'arrachent. Si l'on fait tourner 2 engrenages en contact direct, l'usure des dents montrée ici à vitesse accélérée les rendra vite inutilisables. Il est évident qu'on ne peut pas permettre le contact direct. C'est là l'objectif principal du lubrifiant, former un film de séparation qui évitera les contacts destructeurs métal-métal. La quantité de lubrifiant requise pour ceci est très faible. Cependant, le lubrifiant doit protéger aussi contre la corrosion, nettoyer en entraînant les éventuels corps étrangers hors de la zone de travail des engrenages et refroidir. La masse du lubrifiant est utilisée à cette dernière fonction, c'est-à-dire à transférer la chaleur résultant des frottements du travail loin des engrenages, dans l'air, soit directement, soit via un système de refroidissement. Différents modes d'application du lubrifiant sont pratiqués. Considérons les principaux. Les engrenages nus, sans carter, travaillent le plus souvent à faible vitesse et une huile classique ne pourrait y adhérer. Ainsi, et bien que certaines graisses soient parfois utilisées, ces engrenages sont généralement lubrifiés par des produits composés de bitume et d'huile ayant une viscosité appropriée aux conditions de température ambiante. Ces compounds doivent être suffisamment visqueux pour ne pas fluer aux plus hautes températures d'utilisation, mais pas visqueux au point de perdre leur adhérence à très basse température. Pour lubrifier les trains d'engrenage travaillant à plus haute vitesse et requérant ainsi des lubrifiants de plus haute viscosité, la méthode d'application du compound a été pendant longtemps de le faire chauffer pour pouvoir l'appliquer à la brosse ou à la spatule. Une méthode plus efficace a maintenant été mise au point. Dans la formulation du compound, on incorpore un solvant qui s'évaporera après application. Ceci rend la mise en œuvre beaucoup plus aisée et contribue à éviter le surgraissage de l'engrenage. Cette solution a aussi rendu possible le développement de l'automatisation de la lubrification de ce type d'engrenage, utilisant en bout de ligne de l'air comprimé et des pulvérisateurs. La grande majorité des engrenages sous carter est lubrifiée à l'huile. La méthode d'application la plus simple est le barbotage, comme nous le voyons ici. Cependant, plus la vitesse de rotation est élevée, plus de puissance est dispersée par ce brassage. Une manière de réduire ce problème consiste à placer dans la partie basse de l'engrenage un déflecteur enveloppant perforé. Ceci réduit effectivement la quantité d'huile brassée, tout en permettant cependant à suffisamment d'huile de lubrifier et de refroidir les engrenages. Si les vitesses sont encore plus élevées, des systèmes de pulvérisation sont utilisés. Bien que la quantité d'huile ainsi amenée puisse aller de la fine pulvérisation
à la cascade enveloppant totalement les pignons, le principe de pompage de l'huile jusqu'au point où elle est requise reste le même. La pratique la plus courante consiste à pulvériser soit à l'engagement, soit au désengagement des dents. La première alternative à l'engagement des dents a été pratiquée pendant longtemps, mais on pense maintenant préférable, à l'exception des très basses vitesses, d'appliquer le lubrifiant au désengagement des dents. Ceci permet en effet un refroidissement optimum, tout en réduisant les risques de trop grande accumulation d'huile au creux des dents. Ainsi donc, la grande majorité des engrenages industriels est lubrifiée à l'huile. Mais les lubrifiants modernes peuvent incorporer une vaste gamme de différents additifs améliorant de performance, résultant en des produits finis de comportements différents, disponibles en de nombreuses viscosités. Comment donc choisir le lubrifiant le plus approprié à la machine et à ses conditions d'utilisation? De nombreux facteurs influencent le choix du lubrifiant adéquat pour un ensemble donné d'engrenages. Le type d'engrenage, la vitesse de travail, le rapport de réduction, les températures ambiantes et opérationnelles, la charge et ses caractéristiques spécifiques sont certains des facteurs importants à considérer. En plus, le choix du lubrifiant doit aussi tenir compte du type de portée présente dans le système. Les engrenages lubrifiés par barbotage comportent généralement des roulements à billes, éliminant en grande partie les problèmes de frottement. Dans ce cas, les portées affectent peu le choix du lubrifiant. Cependant, dans le cas des engrenages lubrifiés par pulvérisation, des paliers lisses sont généralement utilisés et les pertes par frottement peuvent être beaucoup plus grandes. On doit en tenir compte dans le choix du lubrifiant. Pour les besoins de leur lubrification, on peut diviser les engrenages en 3 groupes. 1. Les engrenages droits hélicoïdaux à chevron, coniques droits, coniques hélicoïdaux. 2. Hypoïdes. 3. Roues et vis et hélicoïdaux à arbres non concourants. Considérons la lubrification du premier groupe. Puis nous verrons les différences avec les deux autres. Si l'on observe avec attention les repères portés sur les dentures, on se rend compte que l'action d'une dent sur l'autre est une combinaison de roulement et de glissement. Ce banc spécial peut être utilisé pour montrer que la partie roulement du mouvement favorise la formation d'un film d'huile séparateur. La portée sphérique roule contre un disque de verre. Le mouvement de rotation de la bille force un film d'huile entre elle-même et le verre, en augmentant l'épaisseur comme la vitesse augmente. L'épaisseur du film peut être mesurée par l'observation du changement des dessins d'interférence résultant de l'envoi d'un rayon laser sur la zone de contact. Avec les engrenages, le mouvement de roulement des dents les unes sur les autres a le même effet bénéfique sur la formation d'un film d'huile séparateur, effet qui augmente avec la vitesse. Cependant, le mouvement de glissement entre les dents produit, lui, une augmentation de température par frottement, qui fera baisser la viscosité de l'huile et tendra à en détruire le film. Pour tout système d'engrenage, le choix de la viscosité correcte est nécessairement un compromis. L'huile doit être suffisamment visqueuse pour former un film lubrifiant adéquat à la température maximale de fonctionnement, mais pas visqueuse au point de provoquer des pertes excessives de puissance par brassage ou frottement fluide. Avec les engrenages à haute vitesse, on peut utiliser des huiles de relativement basse viscosité, alors qu'à basse vitesse, des viscosités plus élevées sont nécessaires. Qui plus est, les vitesses de fonctionnement sont souvent susceptibles de fluctuer considérablement pour un même système d'engrenage, rendant encore plus difficile et critique le choix rationnel de la viscosité à retenir. De même qu'elles affectent le choix de la viscosité, les hautes températures ambiantes et opérationnelles ont un autre effet sur l'huile. Elles l'oxydent.
À haute température, l'huile s'oxyde plus rapidement et perd beaucoup de ses pouvoirs lubrifiants. Pour cette raison, il est souvent souhaitable d'utiliser une huile comportant un additif antioxydant. Le type de charge est un autre facteur qui influence le choix du lubrifiant. Dans les cas extrêmes, il n'est pas toujours possible de maintenir l'existence d'un film lubrifiant. On a alors affaire à des huiles spécialement conçues pour procurer une protection beaucoup plus importante. Ce sont les huiles dites anti-usure et EP, extrême pression. Lorsque la charge et les vitesses sont élevées, mais les températures relativement basses, on utilise une huile anti-usure. L'additif anti-usure réagit, se combine avec le métal et produit à sa surface un film protecteur. Si la charge est importante, quand les températures opérationnelles sont susceptibles d'être assez hautes pour que les aspérités en contact se soudent les unes aux autres, la défaillance du film lubrifiant résultera en une usure sévère des dents. C'est le microgriffage formant des griffures longitudinales destructrices. Pour éviter ceci, une huile contenant un additif EP, extrême pression, doit être utilisée. Dans ce cas, c'est la montée en température qui déclenchera la formation d'un film protecteur sur le métal. Avec les huiles EP, il y a un risque potentiel que les additifs puissent attaquer les métaux jaunes dans le système. L'essai de la lame de cuivre est largement utilisé pour s'assurer que les additifs choisis sont suffisamment réactifs pour produire un film protecteur sans pour autant devenir corrosif à l'égard des autres métaux dans le système. Avec les engrenages hypoïdes, un facteur additionnel doit être considéré. C'est la composante de particulièrement fort glissement le long de la ligne de contact, qui tend à y déchirer le film d'huile. Ceci implique qu'alors une huile EP doit toujours être utilisée. Lorsque les conditions sont particulièrement sévères, comme dans le cas des ponts arrière de véhicules, une huile EP spécialement conçue pour ponts hypoïdes est nécessaire. Comme pour les engrenages hypoïdes, les engrenages du type roue et vis présentent une importante composante de glissement le long de la ligne de contact. Cependant, comme la charge imposée aux dentures est inférieure à celle rencontrée dans les engrenages hypoïdes, les exigences de lubrification sont moins sévères. Des alliages spéciaux sont utilisés pour réduire la friction au contact des dentures. Généralement, la vis est en acier sémenté et poli et la roue en bronzant phosphore moulé. De la chaleur est cependant générée par frottement de contact et des problèmes de lubrification en résultent. À basse température opérationnelle, les huiles minérales raffinées de viscosité élevée peuvent convenir. Cependant, avec l'augmentation des températures, la vie de l'huile deviendrait trop courte. Dans certains cas, il est possible d'utiliser une huile EP. Cependant, ceci n'est généralement pas acceptable, car certains additifs extrême pression peuvent attaquer les métaux jaunes, et donc la partie roue de l'engrenage. Pour cette raison, les huiles EP seront à proscrire, si les températures sont susceptibles de monter au-delà de 60 degrés Celsius. Lorsque l'utilisation implique une fréquence importante de démarrage ou d'arrêt, certains constructeurs recommandent l'utilisation d'une huile minérale incorporant une faible proportion d'huile grasse, végétale ou animale, telle que l'huile de suif non acide. Ceci permet de réduire l'effort de couple au démarrage et autorise donc la pratique de démarrage et arrêt successifs plus en douceur. Mais les polyglycols synthétiques inhibés contre la corrosion et l'oxydation sont de loin les meilleurs lubrifiants pour les couples roue et vis. À l'occasion de cet essai, deux réducteurs identiques tournent sous une même charge. L'un est lubrifié par une huile minérale et l'autre par un polyglycol de synthèse. Après plusieurs heures en service, on constate que le réducteur lubrifié à l'huile synthétique tourne à température beaucoup plus basse que l'autre. Ceci résulte d'un frottement très réduit entre les dentures.